Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bon Dieu, de bon sang, de bon cœur, Dieu amour miséricordieux, compatissant, nous te disons merci pour ton amour. Merci également à Allah, à la FIA pour ceux qui l'adorent également, parce que nous sommes tous des croyants, voilà, des croyants dans nos domaines respectifs. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury après un week-end, un nouveau jour qui se lève avec l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Ce matin, nous allons plancher sur la situation économique de notre pays, parlant de la dette du Togo, dette extérieure, dette intérieure et fuite de capitaux. Nous allons donc en débattre et voir comment les uns et les autres analysent cette situation que nous vivons et qui ont forcément des répercussions sur notre cher pays, le Togo. Nous avons été donc attirés par les prix des denrées alimentaires et la récente augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Vous n'êtes sans savoir que le bol de maïs est depuis quelques jours à 600 francs, si c'est moins cher, et par endroit à près de 1000 francs CFA, et ce malgré l'ANSAT. Bonjour donc une fois encore à vous toutes et à vous tous. Bonjour à Sir Adomayapor, bonjour à tous les confrères journalistes qui s'activent et qui consacrent leur temps à édifier l'opinion. Bonjour également à tous les leaders de partis politiques. Bonjour au président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, au Premier ministre Selom Komi Klassou, au chef de file de l'opposition Jean-Pierre Favre et à tous les leaders de partis politiques, sans oublier les jeunes qui aspirent également à devenir hommes politiques ou peut-être hommes d'État demain. Nous allons avant tout aborder le sujet relatif au discours de Barack Obama, le président américain, qui était donc au siège de l'Union africaine où il a tenu un discours. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Que comprendre de ce qu'il a dit? Que faire pour mettre en pratique ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui devrait sortir en termes de bien pour le continent africain? C'est un peu cela. Mais avant de vous présenter mes invités, nous allons scruter la une de deux journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par nouvelle opinion de notre cher ami El Hadj Chaniao Arimiao. Bonjour et salam alaikum. Qui écrit Togo, tradition et économie, la première édition de la foire à Dimoukou lancée. Journée de la femme africaine, le gouvernement engagé pour un développement inclusif. Et puis vers la déchéance d'un leader imbu du double jeu, les raisons de l'éclatement prématuré des alliances avec Fabre. Prise de contact entre le ministre et le personnel au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Le ministre Agadazi appelle au respect de la lettre de mission soumise à son ministère par le chef du gouvernement. Et puis, brouille au sein de CAP 2015, le docteur Georges Cuessan se désolidarise du groupement. Quelles leçons tirées des groupements fantaisistes de l'opinion s'interroge le journal Vaccin contre Ebola. Les Guinéens oscillent entre espoir et scientificisme. Et puis, où est scepticisme? Voilà, maîtrise du flux des produits et des marchandises. Le gouvernement lance la nouvelle gestion des bordereaux électroniques de suivi de cargaison. Voilà donc ce qu'on peut lire à la une du journal Nouvelle Opinion. Temps nouveau également dans les kiosques ce matin. Écrit à sa une, tournée européenne du leader de l'ANC, Jean-Pierre Favre est revenu bredouille, écrit le journal. Approvisionnement en carburant, Shell Togo a signé en justice par des pêcheurs. Entre nous, dans sa rubrique entre nous, les policiers veulent du cash et non de la littérature, écrit le journal, article à lire à la page 2. Et puis réparation des victimes, le H-Clun à la recherche des mécanismes efficace. Tournée africaine du président américain, Barack Obama fustige les candidats à la présidence à vie. Et promotion de l'haltérophilie, Sergio Sport annonce la deuxième édition de Amitotoa. Voilà donc également pour ce qui concerne la une du journal Temps Nouveau. Autour de ce plateau avec moi ce matin, Idelphonse Akpaki, il est le directeur de Togo Vision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent, nous entendent sur les ondes de KNTB. Voilà, les ondes de radio KNTB 102.7 FM à Lomé, Radio BGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, le www.ebenradio.com sur le web et le www.togovision.com sur le web. Bonjour également à notre second invité, Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et voilà, ce matin, nous parlons donc de l'économie de notre cher pays, le Togo. Mais avant, nous allons plancher un tout petit peu sur ce discours de Barack Obama qui continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion ou de l'intelligentsia africaine. Il s'agit donc, à travers cette tournée africaine du président américain, de fustiger, selon le journal Temps Nouveau, les candidats à la présidence à vie. Oui, effectivement, lors de sa tournée africaine, le président américain Barack Obama est allé en Éthiopie. Vous savez que sa tournée, il a quitté le Kenya, il est allé en Éthiopie. Et en Éthiopie, il est allé au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et c'est là-bas qu'il a tenu un discours. Le discours était très clair. C'est un discours qui parle de la promotion de la démocratie, qui parle de l'enracinement de la démocratie sur le continent africain et qui a aussi parlé de l'entrepreneuriat. Mais sur la question de la démocratie, M. Barack Obama a demandé aux chefs d'État africains qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui modifient leur constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, de faire attention et de ne pas prendre cette option parce que cette option n'est pas de nature à assurer le développement au continent africain. Je pense que c'est ce qu'il est venu réitérer. Vous savez que le débat sur la révision des constitutions à des fins personnelles et d'actualité sur le continent. Donc je pense que la visite de M. Barack Obama était une visite qui est de nature à conscientiser ces chefs d'État africains qui veulent s'éterniser au pouvoir et surtout de dire aux Africains que pour leur développement, il faudrait qu'ils prennent leur destin en main et surtout en ne versant pas dans ce que nous appelons dans l'oligarchie, dans la monarchie et surtout en ne cherchant pas à rester éternellement au pouvoir. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont capables de gérer le pays. Et je parle des pays où il y a ce débat sur les réformes constitutionnelles à des fins personnelles. Donc ça a fait réagir certains responsables politiques sur le continent. Quand je prends le cas de la RDC, il y a un officiel de la RDC qui a estimé que M. Barack Obama ne devrait pas être un donneur de leçons sur le continent africain parce qu'il y a aussi des problèmes aux États-Unis là-bas et l'Afrique aussi a ses spécificités. C'était le même son de cloche avec un Congolais aussi de la République du Congo et qui a aussi trouvé à redire par rapport aux propos de M. Barack Obama. Mais les oppositions, vous savez que les opposants, ils ont été très remontés et très contents plutôt avec la visite de Barack Obama, puisque les opposants, vous savez que en majorité luttent pour l'avènement en tout cas de la démocratie dans leur pays, l'alternance et aussi une nouvelle forme de gouvernance sur le continent africain. Donc ces opposants étaient très contents des propos tenus par M. Barack Obama. Il faut dire que les propos de Barack Obama ont amené d'une manière ou d'une autre à une prise de conscience sur le continent. Et ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir, ils ont trouvé à redire par rapport à tout ce que Obama est venu dire. Voilà. Et puis, nous avons notre troisième invité qui est là, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue et toutes mes excuses pour ce retard sur un train de voyage pratiquement ce matin. Donc je m'excuse auprès des auditeurs, auprès des téléspectateurs. Voilà. Mais déjà, nous, on tient quand même à vous remercier parce que ce n'est pas évident de revenir juste d'un voyage et puis se retrouver en studio. Mais beaucoup de courage. Nous sommes en train de parler de ce discours de Barack Obama qui, après l'étape d'Accra, où il a parlé de l'Afrique, comme quoi l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, il est revenu encore, et là, selon le journal Le Temps Nouveau, fustige les candidats à la présidence à vie sur le continent. Oui, non, est-ce que le débat est nouveau? Je crois qu'il y a eu le sommet USA-Afrique où les chefs d'État africains ont eu à se déplacer à Washington
pour rencontrer Obama. Il avait tenu le même discours. On se rappelle qu'à l'époque, Blaise Compaoré, qui n'est plus président, avait tenu à réagir de la même manière. Et je crois que ce n'est pas nouveau. Mais quand on tient ces propos, on a comme l'impression qu'on tient ces propos pour dire qu'il faut l'alternance dans le pays. Non. Il faut la démocratie, il faut créer les conditions de l'alternance, c'est-à-dire des élections transparentes. Et je crois que c'est là où moi je peux revenir au discours de François Hollande lors du dernier sommet de la francophonie, où il est question de voir ces constitutions qu'on révise. Il y a des pays dans lesquels le mandat est limité, il y en a dans lesquels le mandat n'est pas limité. En Afrique, tout comme en Europe, aux États-Unis, il y a de ces constitutions. Mais le continent africain est malheureusement réputé pour des élections qui ne sont pas transparentes. Et donc, c'est là que François Hollande a mis l'accent sur la transparence des élections, sur le fait que les élections doivent refléter intégralement la volonté du peuple. Et donc, il a dit assez clairement, dans les pays où la constitution n'est pas limitée, la France tient à la transparence des élections. Donc, je crois que c'est ce qui est important. Barack Obama a même dit qu'il pourrait passer facilement pour un troisième mandat, même si je pense que là aussi il a exagéré un peu, mais bon, il peut le dire. Mais après tout, ce sont les élections transparentes qui sont importantes. Même si on limite le mandat, si l'opposition est capable de battre le pouvoir, il n'y a pas alternance. Mais il y a forcément quelqu'un d'autre qui vient quand même, émergent venant du parti au pouvoir. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la volonté des peuples et leur liberté à se choisir leurs dirigeants. C'est-à-dire que la démocratie, c'est ça. C'est le gouvernement du peuple par le peuple. Comme on ne peut pas faire la démocratie directe, qui concerne les petits États, les petits villages, comme ça se faisait dans la Grèce antique. Il y a la démocratie représentative qui est la plus courante, donc qui, à travers les élections, permet au peuple de désigner ceux-là qui vont s'occuper de ses affaires, qu'ils soient députés, qu'ils soient présidents, qu'ils soient conseillers municipaux, conseillers préfectoraux et j'en passe. Donc le débat aujourd'hui, c'est la transparence des élections, beaucoup plus que la limitation du mandat présidentiel. Et il faut le dire aussi, malheureusement, il y a certains pays dans lesquels les présidents cherchent à déverrouiller la limitation du mandat. On a attribué les mêmes velléités à Yahya Boni du Bénin, qui finalement a rassuré les uns et les autres, qui n'étaient pas dans cette optique. Aujourd'hui, au Rwanda, on est pratiquement bien parti pour voir cet article-là modifié. Donc, je crois que le débat est réel par rapport à ces dirigeants-là qui veulent modifier la Constitution à la fin de leur deuxième mandat. Mais il y a ce pays où il n'y a pas cette limitation, où il n'y a pas le débat. Maintenant, on peut vouloir faire comme les autres pays en ramenant cette limitation. Si tant est que le peuple le veut, on peut le faire, parce que c'est aussi un débat d'actualité. Mais s'il n'y a pas cette limitation du mandat, il est important que les élections soient transparentes. Parce que à ce moment, vous verrez même comme ça s'est passé au Sénégal. Mais Wade, il est arrivé à terme, il voulait rester. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison qu'il pouvait être candidat. Mais est-ce qu'il a pu passer? Le peuple s'est interposé. Le peuple lui a interdit ce mandat, donc ça s'est passé. Donc je crois que on devrait inciter les pays africains à faire plus de démocratie, et à cet exercice beaucoup réussissent aujourd'hui. Mais après, on ne mange pas la démocratie, il y a le développement, il y a la lutte pour combattre la pauvreté, la bonne gouvernance. C'est vrai que la bonne gouvernance et la démocratie sont quelque peu liées, mais après il y a le travail. Il faut pouvoir, quand on est assez légitime, quand on a été choisi par son peuple, on doit pouvoir avoir la capacité d'amener ce peuple à travailler, d'amener ce peuple à s'inscrire un peu dans la vision qu'on a proposée lors des élections et qui a permis son élection, donc d'amener ce peuple à travailler, à aider pour que ces visions-là se réalisent et que donc, le peuple se développe. Quand vous prenez tous les candidats
aux élections, ils promettent des beaux jours à leur vœu. Mais après ce n'est pas souvent ça. Soit ils n'ont pas les capacités de réaliser leurs promesses, soit ils n'ont pas les mêmes capacités aussi d'amener le peuple à s'inscrire dans leur vision et à travailler pour arriver à la concrétisation des promesses. Voilà, Ildefonse, par rapport à ce message de Barack Obama, est-ce qu'on n'a pas comme l'impression finalement que le monsieur insiste parce qu'il comprend que malgré qu'il ait dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, les appétits ne coordonnent pas par rapport à la volonté? Je voudrais ajouter quelque chose à ce que les deux confrères Ibrahim et Germain ont dit. Ils ont le plus insisté sur le renforcement de la démocratie et le respect des institutions de la République. Je crois aussi que Barack Obama a fait une révélation sur ces leaders africains qui se sont enrichis ou qui s'enrichissent, mais qui veulent coûte que coûte s'accrocher aussi au pouvoir. Je crois, et je voudrais à travers cela souligner deux choses dans les interventions des confrères. Ibrahim a fait état de ce que certains leaders africains ont dit que Barack Obama ne doit pas s'arroger le droit de donneur de leçons. Et dans le même temps, Germain a fait allusion au sommet USA-Afrique où ces mêmes leaders se sont déplacés. Alors, si vous refusez quelque chose, vous ne devez pas normalement répondre favorablement à l'appel de celui-là que vous ne voulez pas qu'il soit donneur de leçons. Si vous ne voulez pas la chose, vous n'allez pas tendre la main à ce dernier. Je crois savoir que les États-Unis d'Amérique, à travers certaines de leurs institutions, comme le PNUD et autres, interviennent dans ces pays africains et sont ces portes-là par lesquelles ces grandes puissances passent pour mettre la main sur ces États africains. Qu'est-ce que la présence du PNUD, de l'UNICEF et toutes ces organisations que vous avez, quelle est leur présence dans ces États-là, si ce n'est pour aider, puisque je sais que dans ces États africains, ces genres d'organisations participent, soit directement ou indirectement, à la vie, les financements des élections, les financements des projets. Vous ne pouvez pas accepter l'argent de ces grandes puissances et dire qu'ils ne doivent pas être des donneurs de leçons. Ça, c'est la corde que ces dirigeants africains ont essayé de mettre à leur coup. Et Barack Obama, en tant que président de la première puissance du monde, a son mot à dire, et c'est ce qu'il a dit. Je voudrais revenir un tout petit peu sur un certain nombre de trucs, un certain nombre de propos de Germain par rapport à la limitation de mandat dans certains pays africains et au fait que dans d'autres pays, cette limitation-là n'est pas de mise. Je crois savoir que tous les États africains sont devenus des États aux allures de république. Et dans ces genres de république, il y a la loi qui est le soubassement, qui régit ces États-là. Sinon, on ne parlera pas de la loi fondamentale à laquelle viendra s'accrocher, ou bien viendront s'accrocher d'autres lois. Si dans des États africains, ou bien dans certains États africains, par des appétits politiques et pour le fait que des gens sont devenus des assoiffés politiques, des assoiffés au pouvoir, ont essayé de sauter le verrou de la limitation des mandats, comme c'est le cas au Togo en 2002, où, voulant coûte que coûte sauvegarder le pouvoir pour le pouvoir, feu le général Eyadema a sodomisé la constitution togolaise pour se prévaloir un certain nombre de mandats présidentiels. Cela a été une décision unilatérale prise à l'époque par son parti. Et aujourd'hui, cela a des conséquences. L'Assemblée nationale. Je crois savoir qu'à l'époque, on avait une assemblée monocolore qui se donnait tout le plaisir de faire tout ce qui lui
tout ce qui lui passait par la tête. Je crois savoir que si Germain nous parle aujourd'hui de conditions dans lesquelles les élections doivent avoir lieu et que elles doivent être le fruit d'une transparence et que cette transparence n'est pas de mise, je ne crois pas que ce spectacle désolant auquel nous avons assisté en 2002 et qui aujourd'hui a des répercussions politiques sur l'État togolais devait avoir lieu. Il faudrait à un moment donné que l'on essaie de revoir toute la copie et toute la gestion de l'État togolais pour corriger ces erreurs, pour qu'une fois au Togo, qu'on ait des institutions fortes, comme quelqu'un l'a dit, et que ces institutions-là, quand elles essaieront d'agir comme cela se doit, que tous les Togolais se disent effectivement que nous sommes Togolais et que nous avons tous les droits. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Vous parlez de ce discours de Barack Obama. Nous allons nous atteler au sujet qui nous rassemble ce matin, parlant de l'économie avec la dette extérieure du Togo qui est chiffrée aujourd'hui à plus de 1000 milliards. Le sujet interpelle depuis quelques semaines déjà et bat son plein au cœur des débats. Nous allons donc voir, puisque déjà il y a juste 5 ans, donc en 2005, le Togo avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, environ 5 ans, où la plupart donc des dettes extérieures du Togo ont été annulées à environ 357 milliards de francs CFA, soit 544 millions d'euros qui ont été annulés, et ce qui a donné la chance au Togo d'avoir d'autres soutiens financiers ou d'autres prêts. Aujourd'hui, on a vu quand même que dans notre pays, il y a les travaux de construction d'infrastructures routières, il y a beaucoup d'autres projets mis en exécution. Mais comment Ibrahim s'explique aujourd'hui le fait que la dette dans 5 ans puisse grimper jusqu'à plus de 1000 milliards? Non, mais ça dépend de la vision des autorités du pays. Vous savez qu'il y a des défis de développement, des défis sociaux qui s'imposent à notre pays et qu'il faudrait relever. Et donc, tout pays qui voudrait relever ces défis a l'obligation de mobiliser les ressources. Et dans la mobilisation des ressources, ça se fait de façon à l'interne, avec les ressources dont nous disposons, et aussi à l'externe, par des prêts que le pays doit contracter auprès des institutions financières et internationales. C'est ce qui se fait avec le FMI ou bien la Banque mondiale que nous appelons les institutions de Bretton Woods. Donc, si le pays a un programme à financer et qu'au niveau local, au niveau interne, on n'arrive pas à trouver des ressources, on se tourne vers ces institutions. Et au niveau de ces institutions, vous savez qu'il y a des conditionnalités. Donc ce n'est pas l'argent qu'on envoie comme ça et qu'on dilapide dans le pays. C'est suivi. La gestion aussi est très rigoureuse et c'est des mesures qui sont prises pour que l'argent qu'on prête au pays ne soit pas du jour au lendemain retrouvé sur le compte bancaire d'une autorité. Donc c'est bien suivi et c'est par ces procédés, comme vous venez de poser la question, c'est par ces procédés que les pays arrivent à chercher des ressources pour pouvoir financer le développement. Pour le cas du Togo, vous venez de le dire, la dette a grimpé. C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été conduits dans le pays. Nous pouvons parler des infrastructures. Vous savez que pour construire une route, c'est en termes de milliards. Et il y a eu plusieurs routes qui ont été réfectionnées dans notre pays. Et si nous parlons aussi des projets à l'endroit de la jeunesse, parce qu'il faut renforcer la capacité des jeunes de manière à ce que ces jeunes puissent se prendre en charge. Et pour que les jeunes puissent se prendre en charge, c'est qu'il faut leur offrir la chance du travail, c'est-à-dire l'emploi, la création de l'emploi. Et que ce soit au niveau de l'administration publique ou bien au niveau du secteur privé, il faut aussi mettre en place des mécanismes qui puissent amener les jeunes à l'auto-emploi. Donc il y a tous ces mécanismes qui ont été développés au pays, donc ce qui forcément doit amener le pays à s'endetter. Et la dette, c'est vrai, elle est là, vous parlez de 1000 milliards, mais n'oubliez pas qu'il y a des mécanismes pour pouvoir rembourser ces dettes. Rembourser ces dettes, je vois Ildefonse sourire. Qu'en dites-vous?
que c'est vrai, c'est un sujet très préoccupant aujourd'hui. Donc, si vous voyez les économistes du continent, ils sont un peu alarmés par rapport à cette situation de dette extérieure, sans savoir que ça a provoqué une guerre assez vive contre le franc CFA. Je crois que j'ai suivi avec intérêt le confrère Ibrahim qui s'est défendu comme cela se doit avec brio. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a eu une gestion opaque des finances du Togo et il y a eu une gouvernance très désastreuse de ces finances-là. Si le PPTE, il y a 5 ans, a permis d'épurer la dette du Togo et qu'en 5 ans, la dette avoisine encore 1000 milliards, il faut parler d'une mauvaise gouvernance. Il faut parler d'une gestion opaque des finances de l'État parce que, à l'instar du Togo, il y a d'autres pays qui étaient dans la même situation, comme le Bénin et autres, mais qui n'ont pas connu cette évolution-là de la dette. Nous parlons de la dette extérieure qui avoisine les 1000 milliards et la dette intérieure qui avoisine les 400 milliards. Vous voyez un peu ce que cela donne. Vous avez mis tout à l'heure l'accent sur des défis de développement, défis sociaux. Vous avez parlé d'infrastructures des jeunes. Je crois que si il était question d'une gouvernance saine, d'un gouvernement prévoyant qui a cette vision de prévoir pour barrer la voie à un certain nombre de crises auxquelles il fait face aujourd'hui, je crois que si ce gouvernement était prévoyant, tout ce que nous relevons aujourd'hui par rapport à la dette extérieure, surtout à la dette extérieure, ne devait pas avoir droit de cité. Rappelez-vous, si nous avons une dette extérieure qui avoisine les 1000 milliards et que dans le même temps dans le pays, depuis 1994 où il était question de la dévaluation du franc CFA, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement togolais n'a pas fait d'augmentation de salaire en tant que tel aux travailleurs togolais. Rappelez-vous toutes ces doléances qui sont déposées sur la table du gouvernement par les travailleurs togolais. Mais ce qui est aujourd'hui frustrant, c'est que toutes ces doléances n'ont pas connu de satisfaction et pendant tout ce temps, la dette s'élève. Qu'est-ce qui pose là si ce n'est pas une mauvaise gouvernance de ces finances publiques? Et c'est ça. Aujourd'hui, prenez le SMIC au Togo, qui est le SMIC le plus minable dans la sous-région. Prenez le ratio salarial du Togo et comparez-le au ratio salarial de la Côte d'Ivoire, qui est à 46%. Le Bénin est à 44% et le Togo 23%. 23%. Quand vous mettez tout ça ensemble, mais à qui la faute si ce n'est au gouvernant qui gère mal les ressources de l'État togolais? Je voudrais bien m'arrêter sur ce point et écouter les autres confrères, les écouter dans leur développement, dans leur soutien à cette mauvaise gouvernance. C'est un peu un soutien, c'est un peu un soutien. Comment vous pouvez parler de soutien? Parlons de situation. Parce que dans ce cas, puisque également vous prenez la presse qui voudrait bien que l'État revoie son enveloppe, notre souci serait quand même que cette situation-là soit cernée pour que nous aussi nous puissions en profiter. Germain, aujourd'hui, la situation, elle est là. Oui, non, je crois que nous voulons créer une tempête dans un verre d'eau. Non. Ah, c'est nous. Peut-être l'actualité, c'est la dette de la Grèce. Et peut-être. Qui a réveillé voilà, donc on cherche à voir combien le Togo doit en 10 000 milliards. C'est rien. Le budget du Togo est dans le 800 milliards aujourd'hui. 1000 milliards, allez voir le pays le plus développé au monde, les États-Unis. Mais vous allez fuir quand on va vous dire les dizaines de milliards de dollars. De dette des États-Unis. Bon, maintenant, pour parler simplement, pour que les gens comprennent, allez à Sigame, vous voyez un commerçant qui apporte, il a un banquier. Le banquier lui donne de l'argent parce qu'il a une affaire qui rapporte et il paie.
Tous ces commerçants que vous voyez au marché, ils ont des maisons qui sont des cautions dans les banques. Donc la dette, en réalité, c'est nous, Africains, quand tu veux acheter une moto, tu veux la payer cash. Et tu es obligé de voler là où tu travailles pour l'acheter cash. Parce que si tu es un honnête travailleur, tu vas t'endetter et tu paies. Donc la dette est normale dans tous les pays, même au niveau de famille. Les gens s'endettent. Pour acheter un téléphone, tu t'endettes. Pour acheter une télé, tu t'endettes. Une voiture, tu t'endettes. C'est ça le rôle du banquier. Maintenant, les banques, les États ont des banquiers qui ne sont pas la BTC, la BTDO. Ce sont des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, la BOAD, la BIDC et tout ça. Ce sont des banques qui prêtent aux États. Et on ne prête pas à n'importe quel État. On ne prête qu'aux États crédibles. Quand on a parlé de l'initiative PPTE, ce n'est pas un cadeau. C'est quand on a fait des études, on se dit que ce pays peut se réendetter parce qu'il a telle potentialité. Et on suit de près tes finances, la gouvernance, avant de t'admettre à cette initiative. Le Togo a été admis avant la Côte d'Ivoire, avant la Guinée, avant plusieurs pays qui se battent aujourd'hui pour assainir les finances et profiter de ça. Quand vous arrivez à ça, quand on explique, on dit pays très endetté, les gens sont contents, mais c'est faux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on dit vous êtes admis à cette initiative, c'est que vous êtes capable de vous endetter à nouveau. Parce que les pays sont arrivés à quelque sorte que la première dette que vous avez, c'est purgée. Oui, ça, les pays africains se sont endettés à un niveau plus pas remboursé. C'est comme la Grèce aujourd'hui. Et c'est purgé. Mais ce n'est pas à cette étape, les pays africains n'ont pas atteint ce niveau. La France aujourd'hui a une dette impossible. Tous les pays, c'est comme je vous ai donné l'exemple du grand marché. Allez-y simplement au marché. Vous voyez les commerçants qui roulent les grosses bagnoles, vous verrez combien de dettes ils traitent dans les banques. C'est comme ça fonctionne. Bon, maintenant, nous en Afrique, on veut nous-mêmes payer de notre poche. C'est ce qui nous envoie dans des exactions. Donc en clair, maintenant, la dette aujourd'hui, non, j'en arrive. 1000 milliards, si c'était alarmant, d'abord, ceux qui prêtent n'allaient pas prêter. D'abord, quand le Togo arrive à cette initiative PPTE, aujourd'hui, quand vous prenez l'OTR, l'OTR a été mise en place entre le Togo et la BAD, par exemple. Ces banques-là ont aidé le Togo parce qu'ils se disent, mais si on vous prête de l'argent, comment vous allez rembourser? Il faut s'assurer que vous avez des mécanismes de gestion qui vous permettent de rembourser. Et c'est à cette seule condition. Mais si vous allez aujourd'hui à la FUSEC, passez-moi 500 000, mais tu amènes une caution. Mais si tu n'as pas un titre foncier, si tu n'as pas quelqu'un qui se cautionne, on ne te passera jamais l'argent. Comment tu vas rembourser? Donc les banquiers sont tous les mêmes, que ce soit les banques qui prêtent aux États, comme les petites institutions, on s'assure que tu peux rembourser. Aujourd'hui, les capacités de mobilisation du Togo permettent de rembourser ça. Vous prenez le budget du Togo il y a 10 ans, c'était à 300 milliards. En moins de 10 ans, le Togo a presque triplé son budget. Ça veut dire que le budget, ce n'est pas sur la dette, c'est la mobilisation interne. Ça veut dire que le Togo, aujourd'hui, arrive... On parle également de dette intérieure. Oui, j'en ai dit. Non. Si vous voyez la dette intérieure du Togo, avant ça dépassait. Ça a été épongé. C'est comme ceux qui fournissent des services à l'État. Mais ils fournissent après qu'ils sont payés. C'est ça qu'on appelle les dettes. Mais si aujourd'hui vous fournissez un service à l'État, vous envoyez la facture, le temps que la facture soit payée, ça constitue une dette. Et donc, c'est tous les fournisseurs de l'État qui ont une dette. Donc, quand vous prenez, je dis, aujourd'hui, le Togo a cette capacité-là, avec l'assainissement qui est fait des finances publiques, avec les mesures comme le guichet unique et tout ça, l'OTR et tout ça, vous prenez, l'OTR a dépassé de l'un ses prévisions, ce qui était prévu à la création. L'OTR fait mieux, ça veut dire qu'il y a une capacité de mobilisation qui permet. Et donc, le banquier, quand vous venez pour demander un financement, ne vous donnera jamais l'argent. Sinon, pourquoi on n'a pas les routes avant Togo? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire les prêts? C'est parce qu'on ne pouvait pas les rembourser. Aujourd'hui que le pays paie, pourquoi les banques ne prêtaient pas, ne finançaient pas? Et toutes les routes ne sont pas des prêts aussi, il faut le dire. Il y a des routes que le Togo paie cash. Oui, le Togo paie sur fonds propres, c'est-à-dire a les capacités de payer. Quand on en parle, on dit 1000 milliards, on crie comme si c'était une dette colossale qu'on n'a pas payée. Non, 1000 milliards par rapport à un État qui est capable, par exemple, de mobiliser 800 milliards par an. 1000
milliards si c'est sur 20 ans. Et quand ces banques font des prêts, c'est au-delà de 10 ans. Ce n'est pas des prêts que vous remboursez au lendemain. Donc 1000 milliards par exemple sur 10 ans, ça fait quoi? À peu près 100 milliards. Si tout est assez. Si c'est sur 10 ans, ça peut être plus que 10 ans. Là où c'est un peu alarmant, j'en viens puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, là où c'est un peu alarmant, Ibrahim, par exemple, aujourd'hui, au même moment qu'on parle de la dette intérieure du Togo, la dette extérieure, on parle également de fuite de capitaux ou l'argent qui quitte en espèces. Non, je pense que ça c'est... Juste oui, c'est un autre dossier. C'est un autre débat. Permettez que j'aboutisse, parce qu'au même moment, on parle de dette extérieure et qu'au même moment on parle de fuite de capitaux où également plus de 1000 milliards quittent le Togo en destination d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque part quelque chose qui dysfonctionne, qui ne marche pas? Oui, c'est pourquoi nous disons que c'est un autre débat. Ce débat est par rapport à la fuite des capitaux. Vous savez que c'est le plus souvent des multinationales qui se livrent à ces histoires d'évasion fiscale, puisque quand on parle de fuite des capitaux, on parle de l'évasion fiscale, on parle aussi de ceux qui, par des procédés que je ne saurais étaler ici, font sortir de l'argent de notre pays. Donc le plus souvent c'est les multinationales. C'est aussi l'affaire de grands trafiquants, parce que pour faire le blanchiment de l'argent aussi, il faut passer par des astuces pour pouvoir faire sortir de l'argent. C'est une perte pour le pays, en ce sens que ça relève aussi de la criminalité. C'est du crime organisé, le blanchiment d'argent, la sortie, l'évasion fiscale, c'est aussi de la criminalité. Il y a des mécanismes, des mesures qui sont prises pour pouvoir freiner cela. Mais vous savez que le voleur est très studieux, est très fin, ça fait qu'il y a toujours des failles par lesquelles ces bandits, ces criminels financiers arrivent par faire sortir de l'argent. Et aujourd'hui, si je prends le cas du Togo, nous avons quand même, Germain venait de l'évoquer, l'OTR qui est en train de faire un très bon travail et qui permet quand même de freiner tout ce qu'il y avait comme évasion fiscale. Il y a aussi des institutions qui sont créées pour pouvoir parer à ces dérives que l'on a constatées par le passé. Et le vrai sujet sur lequel nous allons nous attarder, peut-être par rapport à ces évasions fiscales, c'est le côté des multinationales qui sont implantées dans notre pays. Vous savez, il est très difficile de contrôler leur mouvement de fonds au niveau de ces multinationales. Et la façon dont ces multinationales convoient les fonds, font sortir illégalement les fonds de notre pays, il faudrait quand même que les institutions de la République soient beaucoup plus solides et qu'il y ait des réformes qui soient prises en matière économique pour pouvoir traquer ces sorties illégales des fonds dans notre pays. Vous savez qu'entre-temps, il y avait eu un groupe de commerçants qui se livraient à ce genre de sorties illégales des devises de notre pays. Lorsque une institution, je pense que c'était le service de renseignement, je pense, l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, qui avait intercepté, qui avait arrêté ces gens qui se livrent à la sortie illégale de ces fonds. Mais on a créé un scandale dans le pays. Et vous savez ce que ça a entraîné comme conséquence dans notre pays. Au niveau de la frontière d'Aplaou, on a arrêté des Libanais qui avaient vraiment des montants de sommes d'argent dans leurs véhicules. Et quand l'argent sort comme ça, c'est qu'il y a de manque à gagner dans le pays. Donc je pense qu'il y a des actions qui doivent être faites encore pour pouvoir freiner cette sortie illégale des fonds de notre pays. Voilà, compte tenu du temps, Ildefonse, voilà, aujourd'hui. Je ne suis pas comblé par les interventions de Ibrahim, surtout par rapport à l'arrestation de ces commerçants. Je crois savoir à l'époque, quand le service de renseignement a mis la main sur ces commerçants-là, que tout ce que ces commerçants avaient sur eux avait été déclaré. C'est pourquoi ça avait provoqué du scandale dans le pays. Oui, à l'interne, ça a été déclaré. Mais il se passe que ceux qui se chargent des études sur la sortie des fonds comptabilisent cela. Ça rentre dans la ligne de compte. Maintenant, Germain a parlé de budget de l'État. Depuis 2006, le budget de l'État togolais n'a jamais été ce que cela doit être. Ça a été toujours un budget déficitaire. Et j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux deux sujets que nous sommes en train de dépulcher, la dette extérieure, l'évasion fiscale,
savez que s'il y avait une gestion, une gouvernance saine, et que les autorités avaient la main mise sur tout, vous pensez que quelqu'un peut avoir le courage de faire ce genre de jeu dans un État où les responsables, les premiers dirigeants sont vraiment responsables de ce qu'on leur a offert ou bien de ce qu'ils ont eu comme mission? Il y a ça. Je voudrais dire à Germain que la manière de gérer une famille, elle est différente de la manière dont on doit gérer un État. L'État, c'est la gestion des affaires publiques. C'est pour ça que les banques sont différentes. Les banques qui financent les familles sont différentes des banques qui financent je vais terminer. Et donc, je voudrais aussi que nous nous attardions sur le fait que même, je ne voudrais pas qualifier aujourd'hui l'État togolais d'un État gangster. Si je le disais, cela aurait peut-être dans l'entendement de... Toi-même, tu es un gangster. Puisqu'il est citoyen. Puisqu'il est citoyen togolais. Cela, ouais. Sauf que je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas comptable. Vous êtes citoyen togolais. Parce que les premiers... C'est une dévolution de pouvoir. Vous avez voté pour ces dirigeants. Et donc, il faut revoir pour que je sois bien compris par les deux confrères, il faut revoir la gouvernance au Togo pour éviter ce genre de choses. Parce que je l'ai toujours dit, la gouvernance, elle est très désastreuse. Sinon, elle est très désastreuse sur toute la ligne. Et la gestion de l'affaire publique aussi est très opaque. La loi fondamentale de l'État togolais donne le pouvoir à la Cour des comptes de faire le compte qu'il y a lieu aux députés. Ça n'a jamais été fait. L'État a une mission de redevabilité vis-à-vis des citoyens togolais. Est-ce que ça a été fait? Depuis toujours, ça n'a jamais été fait. Si cela avait été fait et que les populations, les citoyens étaient au courant de ce que dans ce domaine-là, il y a ça là qui ne va pas, je crois que l'État lui-même prendra la responsabilité qu'il faut. Toutes les fois que cela ne sera pas fait et que le pays sera géré comme une boutique familiale, on assistera à ça. En tout cas, lentement mais sûrement, permettez, lentement mais sûrement, je crois que le Togo est en train d'avancer. La mise en place de l'OTR justifie les efforts du gouvernement avec cette fusion des deux grandes régies financières du Togo. Aujourd'hui, la question est de savoir si avec tout ce qu'il y a, sauf qu'on attend la publication d'un rapport qui ne vient pas aussi, là aussi ça suscite que d'autres... Mais quand même, il n'y a plus de ces marchés gré à gré, il n'y a pas de ces contorsions au niveau de la passation des marchés. Donc si, ça voudrait dire que les réformes sont faites. L'État est en train de mettre en place, le travail va être fait dans les règles de l'art, pour qu'on ne parle plus de cette situation, en fait, ce dont on ne parle pas assez, c'est que tous les pays au monde sont gouvernés par le FMI et la Banque mondiale. Ils ne sont pas élus par le peuple. Oui, même quand le Togo fait son budget, il y a une mission qui vient analyser ce budget avant qu'il ne passe à l'Assemblée. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour les États-Unis. Oui, ça fait partie des conditionnalités. C'est des conditionnalités au niveau des institutions de Bretton Woods. Dirigent le monde. Ça. En France, partout, c'est pareil. Ces institutions-là sont au Togo. Et quand vous écoutez les représentants ici, ils félicitent les autorités togolaises. Quand je parle d'initiative PPTE, on a pris ça comme si c'était un truc banal. Je dis non, on vous suit de près. Tout à fait. Comment vous gérez vos recettes, comment vous dépensez, tout ça. Avant qu'on vous dise ce pays-là peut bénéficier de cette initiative. Et je vous dis que des pays actuellement se battent pour ça. Mais ces institutions n'ont pas encore dit, vous gérez bien, on vous admet à cette initiative. C'est des efforts qu'on apprécie avant de dire, vous pouvez bénéficier de ça. Cette initiative vous permet de vous endetter encore. Quand vous l'avez, les gens ne vous font pas de prêt. Parce que vous ne pouvez pas rembourser. Au même moment, le problème, quand vous prenez par exemple le chef de l'État qui lui-même a reconnu qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays. Si nous voulons parler des aspects techniques, non, je veux juste, ça dit qu'en interne, quand vous prenez par exemple ce qui doit être fait en termes d'assainissement. Oui, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de corruption au Togo. Je n'ai pas dit que les gens ne veulent pas au Togo. C'est un autre débat. On dit le Togo est endetté, surendetté. On dit non, le Togo n'est pas surendetté. Ça dit que ça, il faut le dire. C'est gérable. Sinon, les banquiers des États ne donneraient pas l'argent au Togo. Il y a des pays qui soumettent des projets qui ne sont pas financés. Parce que la banque
c'est que ce pays-là ne veut pas rembourser ou ne veut pas rembourser dans les délais. Ça traîne. Quand vous êtes un pays où on vous fait des prêts, c'est comme les individus. Allez à la FUSEC, demandez 500 000, si on vous donnera ça. On s'assurera que vous pouvez rembourser d'abord. Les banquiers des États aussi se comportent de la même manière. Et je vous dis, l'OTR n'a pas été mis en place par le Togo seul. Il a été accompagné par des institutions comme la Banque africaine de développement, qui a même publié sur son site l'avis de recrutement de ceux qui dirigent l'OTR aujourd'hui. Ça veut dire que le Togo aujourd'hui a fait un effort de transparence, de bonne gouvernance, a ouvert. Je ne parle pas de corruption. Ça, si c'est tout ce débat, on en parlera. On reste dans le cadre de la dette. C'est qu'il y a des efforts certains pour mobiliser énormément de fonds. Parce qu'il y a de lourds investissements. Il faut mettre dans l'éducation, dans la santé, dans les salaires, comme il dit. Donc, le Togo, aujourd'hui, a plusieurs priorités. L'État est obligé de satisfaire. Il trouve l'argent. Il faut mobiliser beaucoup. Il faut faire des prêts. Et les prêts, quand on dit prêts, c'est en Afrique. C'est ça qui fait que nous sommes souvent dans la pauvreté. Nous ne voulons pas les prêts. Aujourd'hui, quelqu'un veut démarrer une affaire. Il veut que son cousin ou son frère le finance. Tant que le cousin ou le frère n'a pas financé, il est à la maison. Personne ne se dit je vais à une institution de microfinance, je paie tel par semaine, les gens viennent collecter, vous voyez des filles à moto aller chez des communes. Mais c'est ça aujourd'hui. Et des bonnes femmes aujourd'hui vous diront. C'est pour ça que je dis allez au marché et vous comprendrez. Donc maintenant, le Togo est capable de payer ses dettes. 1000 milliards avec le budget qu'on a, avec les capacités de mobilisation qu'on a, avec les efforts d'assainissement qui se font. C'est jouable. Et ces banques, non. On peut s'alarmer, mais pas sur 1000 milliards. Parce qu'on donne l'impression que c'est une dette insurmontable, qui est incapable de rembourser ça. On y reviendra, on a juste moins d'une minute maintenant. On va partager ça en 20 secondes, Ibrahim. Oui, vous avez touché le phénomène de la corruption. Et sur ce point, je vous dirais que lorsque le chef de l'État avait parlé de la corruption d'une minorité qui s'accapare des ressources du pays, mais il avait dit le mode opératoire, il avait parlé des surfacturations au niveau des sociétés et autres. Donc tout ceci a été freiné par... Le gouvernement, il en a dit. Et vous avez pointé du doigt, vous ne cessez de pointer du doigt la vie de sultan que mènent certains ministres, certains... Oui, c'est pourquoi Germain vous disait que on ne refuse pas qu'il y ait des corrompus dans notre pays. Nous sommes conscients qu'il y a des corrompus dans notre pays. Mais il y a des mesures qui ont été prises pour bloquer cela, pour freiner cela, pour bloquer la corruption. C'est pourquoi je vous parlais de l'OTR, je vous parlais de l'ARMP, et récemment, il y a la loi pour la création d'une cour pour prévenir la corruption et le délit assimilé. Donc c'est vous dire qu'il y a des réformes qui sont en train d'être faites pour que notre pays renoue avec la gestion orthodoxe des ressources. En 20 secondes. Pas besoin de ça. Je crois que j'ai tout dit par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion des affaires de l'État. Sauf que le Togo n'est pas un État gangster. Non, c'est un État gangster. Moi, maintenant je l'affirme. Maintenant je l'affirme. Et je dis aussi que tout cela doit être revu pour qu'on ne donne pas l'impression au sommet de l'État que tout se fait par clientélisme et que la dette contrastée aujourd'hui, comme jamais le dit si bien avec complaisance que 1000 milliards c'est rien. Voilà. Maintenant, on a une dette extérieure de 1000 milliards et une dette intérieure de plus de 400 milliards pendant tout le temps que le Togolais végète. Il faut revoir la gouvernance. Bon, il n'y a aucun État qui n'a pas de dette. Bon, ça, il faut sortir ça de la tête des gens, c'est ça la réalité. Mais on a parlé tout à l'heure d'institutions fortes. Mais je continue pas à dire aussi qu'il faut des hommes forts. Si vous êtes à la tête d'une institution, ce n'est pas l'institution qui joue son rôle, c'est vous, l'homme, qui êtes nommé. On a parlé de la Cour des comptes. Après les élections, les candidats... Mais les institutions fortes, les candidats, des hommes faibles à respecter, ou les hommes forts à respecter. Non, les candidats ont été financés, certains dans l'opposition. Est-ce qu'ils ont fait le compte de la dépense des campagnes? Ça n'a pas été fait. Est-ce que la Cour des comptes aujourd'hui réclame ça? Ceux qui sont à la Cour des comptes doivent faire leur travail. L'occasion leur est donnée de faire ce travail, ils n'ont pas fait. Le Premier ministre sortant a géré le fonds de la CAN. On lui réclame ses comptes. Il n'a pas fait. La Cour des comptes... Il a dit que le ministre des Finances allait faire. J'en arrive. La Cour des comptes, est-ce qu'elle a fait son travail? Non. Mais ce n'est pas... On n'a pas besoin d'une Cour des comptes forte. Ceux qui sont membres de ce trou
doivent être des personnalités fortes aussi Très pour bien. prendre le devant de certains dossiers. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a des mécanismes. Il faut que les gens aient le courage de jouer leur rôle ou de démissionner. S'ils sont incapables Tout de à fait. gérer les institutions dont ils ont la charge, de démissionner. Ce n'est que comme ça qu'on va arriver à bâtir la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on fait la démocratie, ça va, mais la bonne gouvernance, il faut qu'on la fasse. Il faut qu'on la Et fasse. c'est comme ça que le Très pays bien. va se développer. Merci, donc vous avez compris, on a légèrement débordé, mais c'est par rapport à l'ampleur du sujet autour duquel nous avons échangé ce matin. Merci donc aux différents intervenants, Ildefonse Akpaki, directeur de Togo Vision, et puis Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci donc à vous, messieurs. Merci également à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Je rappelle que Temps Nouveau et Nouvelle Opinion sont dans les kiosques aussi bien que tant d'autres journaux. Vous pouvez suivre cette émission sur le www.togovision.com et sur le www.ebenradio.com, sans oublier les ondes des médias partenaires, la télévision Espoir 47, la radio KMTB et la radio VGK Palimé, la radio Lumière à Anécor. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Bonne journée. Au revoir.